Bonsoir Édouard Louis. Bonsoir. Deuxième roman, Histoire de la violence, adapté et mis en scène par Thomas Ostermeyer au Théâtre de la Ville les Abbesses jusqu'au 15 février 2020. C'est un texte extrêmement important, c'est l'adaptation de Cœur de la violence, disponible aux éditions du Seuil. Question très très simple, aujourd'hui, c'est quoi la violence ? La violence, je pense que, enfin pour moi en tout cas, c'était le point de départ de mes livres. La violence, c'est ce qui nous constitue, c'est la vérité de notre être. Et on est nombreux et nombreux sur Terre à être constitués par la violence. Si on prend les personnes LGBT, les Noirs, les Arabes, les femmes, les Juifs, les pauvres, il ne reste plus beaucoup de monde à la fin. Et j'ai toujours eu cette impression, en tout cas ce sentiment, que la violence était l'espèce de socle fondateur de ce qu'on était. Et qu'à partir de ce moment-là, la meilleure manière de défaire la violence, c'était d'en parler. Et qu'au fond, il n'y a rien de plus opposé à la violence qu'une parole sur la violence. Et plus on parle de la violence, et plus on a des chances de la voir, de l'interroger, et donc de trouver des manières de réussir à l'affronter, à la combattre. Et voilà, et c'est pour ça que le spectacle, tiré du livre, s'appelle Histoire de la violence, et que j'ai toujours parlé de la violence dans mes livres, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, parce qu'il n'y a rien de plus vrai. C'est quoi le point de départ de cette histoire ? Le point de départ de cette histoire, c'est un fait qui m'est arrivé, puisque j'écris des livres seulement autobiographiques, que écrire de la fiction m'a jamais vraiment beaucoup intéressé. Et c'est l'histoire d'une rencontre, une nuit que j'ai faite avec un garçon, place de la République, il y a plusieurs années maintenant, il y a 8 ans. Je rentrais d'une soirée de Noël avec mes deux plus proches amis, Didier et Geoffroy. Didier Ribon, Geoffroy de la Gannerie. Didier Ribon, Geoffroy de la Gannerie, qui sont deux grands philosophes et qui sont des amis que j'aime. Et j'ai rencontré un garçon place de la République qui m'a séduit, que j'ai trouvé très beau, qui m'a fasciné par sa beauté et par la manière dont il m'abordait sur la place. On est allé chez moi. On a fait l'amour plusieurs fois, on a parlé de sa vie, de ma vie. On a eu des échanges assez intenses pour une rencontre d'un soir comme ça. Et puis à un moment, quelque chose a basculé. Il est devenu très violent, il m'a violé, il a essayé de me tuer. Et il me disait « T'es qu'un espèce de sale pédé », alors même qu'on avait fait l'amour ensemble plusieurs fois avant. Il me répétait « T'es qu'un sale pédé, je vais te buter, sale pédé ». Et immédiatement après que cette histoire a eu lieu, j'ai eu envie par envie, je ne sais pas, mais j'ai eu la nécessité d'écrire là-dessus pour comprendre ce qui s'était passé, pour essayer de faire une sorte justement d'archéologie de cette violence, cette histoire de la violence, pourquoi on est passé d'une forme d'histoire de passion à une histoire de destruction, pourquoi on peut avoir envie de tuer quelqu'un avec qui on vient de faire l'amour plusieurs fois, qu'est-ce qui s'était passé, voilà. Et surtout, une des choses qui s'était passée, c'est qu'après cette histoire, je suis allé voir la police, j'ai porté plainte. Au début, je ne voulais pas le faire. Mes amis me disaient il faut le faire, et moi je ne voulais pas parce que je ne voulais pas que cette histoire m'appartienne pour toujours. Je revendiquais une forme de droit à l'oubli. Et je pense que les personnes qui sont victimes de violences, et de violences sexuelles en particulier, ont souvent cette volonté-là, cette volonté ce droit de dire je ne veux plus en parler, je ne veux plus que ce soit mon histoire à moi. Cette histoire, elle m'est tombée dessus. Je ne voudrais pas être la personne responsable de cette histoire pour toujours. Et donc, je ne voulais plus parler de cette histoire. Je me disais, on n'a pas le droit. Et presque, on pourrait généraliser ça, une analyse plus politique générale. C'est une question difficile. C'est la question de se dire comment on fait, puisque dans le monde dans lequel on vit, si vous êtes femme, si vous êtes musulman, si vous êtes gay, si vous êtes lesbienne, le monde abat de la violence sur vous. Et on attend de vous... Après ça, comme une sorte d'attente que vous souffriez une deuxième fois par la parole, après avoir souffert par le corps, en étant la personne qui doit parler de ça pour toujours. Et en même temps, je sais qu'il y a un paradoxe, puisque j'aimerais, enfin, comme beaucoup de gens, j'aimerais que les gens qui ont souffert en parlent, j'aimerais que les gens qui ont été l'objet, la cible de la violence en parlent. Et en même temps, je trouve qu'il y a toujours une double violence au moment où on attend des gens qui ont souffert, qu'ils soient celles et ceux qui se manifestent et disent j'ai souffert. J'aimerais avoir ta réaction sur une expression qu'on entend beaucoup. Là, tu parles de libération de la parole, du pouvoir cathartique de la parole à travers cette écriture. Aujourd'hui, quand on entend libération de la parole, c'est souvent des mots qu'on prend dans la fachosphère. C'est souvent une parole extrême, en fait, qui se libère. Cette parole-là, on l'entend très très peu. Oui,
C'est-à-dire que la question, c'est jamais la parole. La question, c'est quelle parole. Et la question de la liberté d'expression, par exemple, la question de la démocratie, c'est la possibilité pour les minorités de pouvoir parler de ce qu'elles et de ce qu'ils vivent. C'est la possibilité d'avoir enfin une place dans l'espace public, en tant que femme, en tant que pauvre, en tant que... Quand on a vu les manifestations des Gilets jaunes, c'est des gens qu'on n'entendait jamais dans l'espace public avant, parce qu'on ne leur donnait pas la place dans l'espace public, et ils se sont manifestés. Mais en même temps, la démocratie, c'est aussi la capacité à clore des sujets. Et la liberté d'expression, ça ne veut pas dire on vient là et on dit tout ce qu'on veut. La liberté, le progrès, la démocratie, c'est de dire il y a des choses qu'on ne peut plus dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire est-ce qu'il faut tuer les juifs ou pas. On ne peut pas dire est-ce que le mariage gay est un problème pour notre civilisation et pour nos pays, sachant qu'on ne dit jamais est-ce que le mariage entre un homme et une femme est un problème. Pourquoi il y a des questions qu'on pose et d'autres qu'on ne pose pas. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des questions qui ne sont pas des questions, il y a des questions qui sont des insultes. Quand on vous invite sur un plateau, moi parfois on me dit est-ce que tu veux venir à la radio et on va faire un débat sur est-ce que l'islam est un problème. Et moi je dis mais même si je vais dire non, c'est pas un problème, la question elle est déjà une insulte. La question elle est déjà une insulte pour beaucoup de gens. Quand on me dit est-ce que vous voulez venir sur un plateau et puis on fera mariage gay pour ou contre, il y aura un prêtre contre et vous serez pour. Et je dis mais pourquoi ma vie à moi, en tant que gay, en tant que minorité, pourquoi ma vie elle est une question ? Alors que la vie des autres n'est pas une question. La vie des autres, elle est une évidence. Et donc, je pense qu'à partir de ce diagnostic humain, politique, intellectuel, je ne sais pas, on peut se dire qu'il y a des sujets, rationnellement, on peut les regarder et dire ça, c'est plus une question. Et ça, c'est un progrès dans la liberté d'expression et c'est un progrès dans la liberté de parole de dire ce n'est plus des questions. Là, votre parole, maintenant, elle est uniquement à travers votre travail. Vous avez totalement cessé de réagir sur les réseaux sociaux. Oui, parce que la question les réseaux sociaux, en même temps, c'est un contre-pouvoir qui est très important et qui est très fort, je pense, face aux médias, notamment, face à une grande partie des médias mainstream. Là, on parle de violence sexuelle, on parle de viol. L'idéologie du viol, le fait, par exemple, qu'on ne croit jamais les victimes de viol, et moi, je l'ai vécu, comme tout le monde, des gens qui ne veulent pas y croire. Qu'importe les preuves, qu'importe l'évidence, qu'importe le fait que mon corps à moi était détruit après ça, que j'ai des dizaines de certificats médicaux, enfin peu importe, c'est même pas important, c'est même pas la question, que cette remise en cause du viol en permanence, si elle a existé dans des médias, elle a existé dans l'espace public, elle a existé à travers des journaux, des magazines qui donnaient cette parole-là, qui donnaient la possibilité aux gens de remettre cette parole en question en permanence. Et donc, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, les réseaux sociaux, ça peut être un contre-pouvoir, ça peut être un moment où on dit, moi, j'ai mon propre média, et je suis autonome, et j'ai plus à demander aux autres l'autorisation de dire quelque chose, et quand les journaux mentent, eh ben, je peux contre-attaquer. Mais c'est vrai aussi qu'il y a évidemment, cette question, il y a aussi ce problème sur les médias où on se met à construire des polémiques qui ne devraient pas en être. Enfin, une personne fait un tweet qui devrait être vu par 20 personnes, et après, ça finit sur toutes les émissions, sur tous les plateaux, et on se dit, mais en fait, il n'y avait que 2 personnes qui auraient dû le voir, ça n'aurait d'ailleurs insulté personne. C'est très facile de réduire le camp de l'opposition au camp de l'indignation. C'est la meilleure façon d'éteindre une opposition. Oui, exactement. Et puis des fois, la manière dont sur les réseaux sociaux on crée des polémiques, c'est presque dégoûtant. C'est presque dégoûtant parce que pendant ce temps-là, on ne parle pas des grévistes qui se battent depuis 2 mois contre le gouvernement macroniste. On ne parle pas des migrantes et des migrants qui meurent dans la Méditerranée, qu'on retrouve tous les ans dans les montagnes quand la neige fond, leur corps gelé, puis décomposé dans la montagne, parce que la France de Macron les repousse, parce que la police de Macron les laisse mourir. Et donc c'est vrai aussi que le temps, ce n'est pas quelque chose d'infini, et qu'à chaque fois qu'on perd du temps sur des espèces de fausses polémiques qui sont créées pour aucun autre sujet que la polémique elle-même, eh ben, c'est foutu. Pour ces gens-là, on n'en parle plus. Et ça, c'est insupportable. Il y avait une émission célèbre avec Marguerite Duras, où Marguerite Duras disait le futur, ce sera le trop-plein d'informations, ce sera le moment où on se noiera sous l'information. Et c'est vrai que là, il y a des informations qu'on ne veut même pas avoir. Enfin, c'est-à-dire que même moi, par exemple, comme gay, si un type qui a 50 followers sur Twitter dit il faut tuer les PD, j'ai pas envie que ça se retrouve partout, que tout le monde en parle, que ça devienne une sorte de sujet, alors que c'était 50 fachos comme lui qui auraient dû voir ça. Et tout à coup, ça devient quelque chose de public, on donne une tribune. Et c'est vrai aussi qu'à partir de ce moment-là, la politique
Et la révolte en politique, c'est aussi le silence. La révolte en politique, c'est aussi de dire il y a des choses auxquelles je ne veux même pas réagir. Depuis toujours, dans les petits cafés au village, il y a des types qui disent ah, les sales arabes et les sales pédés. Et ça a toujours existé. Et il ne faut pas leur donner la parole, il ne faut pas leur donner de la place dans l'espace public. On en avait déjà un peu parlé, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'extrême droite. Le fait qu'à partir du moment où Marine Le Pen dit quelque chose de raciste, à partir du moment où Donald Trump dit quelque chose de raciste, ça devient la une de tous les journaux, ça devient ce qu'on commente tous les matins dans l'actualité. Et on pourrait se dire, à ce moment-là, la résistance, ce serait le silence. Parce que pendant ce temps-là, il y a des écrivains, pendant ce temps-là, il y a des artistes, pendant ce temps-là, il y a des peintres, pendant ce temps-là, il y a des slammeurs, et je ne sais pas, il y a des gens qui disent des choses nouvelles. Et donc, le silence, on en a souvent besoin. Oui. J'aimerais qu'on parle d'un fait d'actualité qui, moi, m'a marqué et m'a fait penser au travail d'Édouard Louis. Il y a quelques semaines, un étudiant s'est immolé en accusant la France de François Hollande, la France d'Emmanuel Macron. Ça m'a fait penser à votre travail, ça m'a fait penser à Qui a tué mon père. Oui, c'était d'abord c'était une histoire tellement triste, vraiment atroce. Et c'était vraiment ce que j'avais essayé de dire, ce que d'autres gens essayaient de dire, d'autres gens que moi essayaient de dire depuis un moment, qui est que la politique, c'est une question de vie ou de mort pour les dominés. Que pour les dominants, la politique, c'est une question de discussion, c'est une question d'opinion, c'est une question de débat. Mais pour les gens qui souffrent le plus, pour les gens les plus précaires, pour les gens les plus exposés, pour quelqu'un comme mon père, ce que j'ai raconté dans Qui a tué mon père, le livre que j'ai dédié à mon père, à la vie de mon père, c'est que pour lui, une décision de Macron ou une décision de Sarkozy, c'était quelque chose d'aussi intime que son premier baiser, que la première fois qu'il a fait l'amour, que sa relation avec ses enfants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un gouvernement qui va retirer, par exemple, 5 € d'aide sociale pour les personnes les plus précaires, comme mon père, comme l'a fait le gouvernement d'Emmanuel Macron, en enlevant 5 € d'APL pour les plus pauvres, eh bien pour quelqu'un comme mon père, ça veut dire je vais manger 2 jours de moins par semaine. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit, mais je continuerai de le dire. Moi, quand j'étais petit, il y avait beaucoup de jours où on n'avait pas à manger. Ma mère disait on n'a rien à manger pour ce soir. Elle me demandait d'aller réclamer des pâtes à la voisine, et moi je me sentais humilié d'être dans cette situation de l'enfant qui devait aller taper à la porte et dire est-ce qu'on peut avoir des pâtes s'il vous plaît. J'avais honte de le faire, et ma mère m'envoyait en se disant un enfant fera plus pitié qu'un adulte, ils diront oui comme ça. Et ce qui veut dire que ce genre d'humiliation et ce genre de situation, si on enlève 5 € aux gens qui sont déjà très précaires, eh bien ça va commencer 2 jours plus tôt. Sous Macron, j'aurais été humilié 2 jours de plus par mois. J'aurais dû faire ça 2 fois plus par mois. Et au fond, on est dans une forme de paradoxe politique qui fait que celles et ceux qui font la politique, qui sont des gens dominants, qui sont des gens privilégiés, qui sont des gens qui ont de l'argent, qui sont des gens qui ont ce que Pierre Bourdieu appellerait du capital social, du capital économique, du capital culturel, du capital symbolique, c'est des gens qui sont protégés de la politique par les formes de capital qu'ils détiennent. Et au fond, les gens qui font la politique ne sont pas touchés par la politique. Et ça pose un problème quand même qui est majeur. C'est eux qui décident de nos vies, alors que la politique, elle n'a pas de pouvoir sur eux. Et eux, ils ont le pouvoir de s'exclure de la politique, s'ils veulent. En vérité, quand on parle de politique, très souvent, on parle d'exclusion. Quand on parle du monde social, on parle d'exclusion. On dit toujours les exclus, les personnes exclues. Mais au fond, c'est quand vous avez des privilèges que vous pouvez vous exclure. C'est quand vous avez de l'argent que vous pouvez dire j'en ai marre de cette situation, j'en ai marre de ce pays, je prends un avion et je pars je ne sais pas où. Quand vous êtes dominé, votre condition politique, c'est beaucoup plus la persécution que l'exclusion. Aujourd'hui, vous vous sentez plus dominé ou dominant ? Moi, aujourd'hui, je suis plus, j'ai des privilèges que je n'avais pas quand j'étais enfant. Donc, ce serait naïf de dire de ma part que je ne suis pas un bourgeois, que je n'appartiens pas aux classes dominantes. J'ai des diplômes, j'ai de l'argent, j'écris des livres, je fais des voyages. Ce serait indécent et carrément dégoûtant de dire le contraire. Mais contrairement à la plupart des gens dominants, moi, je ne viens pas de là. Et les gens qui sont dominants aujourd'hui n'aiment pas ça souvent, ne supportent pas ça, qu'il y ait des gens qui arrivent d'ailleurs. Et donc, moi, je suis là pour leur rappeler ce qu'ils font et surtout ce qu'ils ne font pas dans des vies comme celle de mon père, dans des vies comme celle d'Adama Traoré, dans des vies comme celle des migrantes et des migrants, des gens qui souffrent. Parce que moi, j'ai été témoin. J'ai été témoin et je sais que ces gens sont responsables de tout ce qui se passe et surtout de tout ce qui ne se passe pas pour les plus dominés. On t'a demandé de choisir une image récente qui t'a marqué dans l'actualité. J'aimerais qu'on la regarde ensemble. Entièrement raison. Je suis pas exprès. Ne me dis pas que la ville de Paris savait pas qui... Ça va ? Mehdi !
Derrière celui-là, c'est bon, j'ai. Vas-y, assieds-toi là. Pourquoi avoir choisi cette image, Édouard Louis? C'est vraiment une histoire qui m'a, une vidéo qui m'a traumatisé, qui a été, on voit un homme qui discute dans une rue, comme ça, dans le cadre d'une manifestation. Tout à coup, la police lui tire sur l'œil, son globe oculaire explose en direct, on voit une espèce de liquide de son globe oculaire qui explose. Et pour moi, c'est très représentatif de la situation politique aujourd'hui sous le macronisme, qui est un régime très violent, qui se caractérise par une violence policière extrême, en fait, une sorte de néolibéralisme policier, en fait, ce qui a toujours été le cas du néolibéralisme, déjà sous Margaret Thatcher. C'est des gens qui ont pour obsession de détruire le code du travail, de détruire les aides sociales, de détruire ce qu'il y a de plus minuscule, les privilèges les plus minuscules dans la vie des gens qui souffrent déjà, et un pouvoir qui envoie la police à toute personne qui essaierait de s'opposer à ça. Et ce qui se passe pour moi, comme beaucoup de gens aujourd'hui, c'est que quand je vais manifester dans la rue, j'ai peur. Et j'ai jamais eu peur de ma vie. Je suis militant depuis que je suis tout petit. J'ai organisé ma première manifestation quand j'avais 10 ans, dans la cour de l'école primaire en CM2. C'était quoi la revendication? Il y avait un prof qui était vraiment pas gentil avec nous. C'était un remplaçant. Et moi, j'ai dit aux autres enfants de ma classe de CM2, venez, on organise une manifestation. Alors j'ai construit un cortège et on a tourné dans la toute petite cour du village. Et on disait non à monsieur, non, je veux pas le dénoncer. Non à monsieur. On peut l'appeler Macron. À monsieur Macron. Et oui, c'était les mêmes structures autoritaires, les mêmes manières de. Et on a fait un cortège comme ça, on a tourné dans la cour. Et après, j'ai dû faire des lignes. Je me suis fait vraiment engueuler. Et donc, c'est un peu une anecdote pour rire, mais à 13-14 ans, j'ai fait de la politique tout de suite. J'ai fait partie d'organisations politiques tout de suite parce que tout ce que vous venez de dire, parce que je savais que la politique, ça faisait partie de nos vies, parce que je me souvenais que quand on était passé du RMI au RSA en France, par exemple, j'avais un souvenir très intime de ça. C'est-à-dire, le RMI, qui était cette aide sociale pour les personnes les plus précaires, d'un seul coup se transformait en RSA, on changeait de nom. Et ce que ce changement de nom voulait dire, c'est ce que j'ai raconté dans Qui a tué mon père, c'est qu'on allait encourager le retour à l'emploi. Encourager, c'était évidemment un mensonge. Comme toujours dans la sphère politique, c'est une sphère de mensonges. Ce que ça voulait dire, c'est que tout à coup, on harcelait les gens pour aller au travail. Et je me souviens que du jour au lendemain, mon père a eu des appels, des courriers de l'administration qui disaient « Vous devez retourner au travail, vous devez retourner au travail, vous devez retourner au travail ». Mon père avait eu un accident à l'usine, il avait le dos broyé, il pouvait à peine marcher. Il commençait à s'en remettre et on disait « Tu vas au travail, quoi qu'il en soit ». Et moi, j'avais un souvenir de ça qui était tellement physique. La politique, ce n'était pas une question d'idées encore pour moi à l'époque. Ce n'était pas encore une question de philosophie. La politique, vous l'avez dit, c'est une question de vie ou de mort. J'aimerais qu'on regarde un extrait. L'année dernière, on a reçu sur ce plateau Assa Traoré et Geoffroy de la Gagnerie. Comment vous réagissez quand vous entendez le spécialiste police-justice de BFM parler des flashballs en disant « Ces armes-là, il faut les laisser en banlieue ». C'est OK pour les banlieusards, quoi. Nos vies ne valent pas d'être vécues à leurs yeux. On parle de l'abolition de la peine de mort, mais l'abolition de la peine de mort, elle n'est pas pour nous, elle n'est pas dans nos quartiers. Aujourd'hui, quand nos frères, quand on se fait tuer, quand on se fait mutiler, quand on se fait blesser, c'est pas grave, parce que pour eux, nous ne sommes pas là pour participer à la construction de ce monde et pas là pour participer à la construction de cette France. Donc la question qu'on se pose aujourd'hui, la question que je me pose aujourd'hui, nos quartiers sont-ils des camps d'entraînement? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que cette violence policière dont on parle là, c'est quelque chose qui existe depuis déjà très longtemps. On le sait, tout le monde le sait, hein. Tout le monde le sait, c'est ça qui est assez incroyable. On le voit, les morts, toutes les personnes, les garçons arabes, les garçons noirs tués par la police systématiquement, souvent plus d'une dizaine par an par la police. Il y a cette situation qui est là et qui existe depuis toujours. Et il y a dans le livre magnifique que Geoffroy et Assa ont fait ensemble, je dis Geoffroy et Assa parce que c'est deux amis et deux personnes que j'aime vraiment à la folie. Dans le livre qu'ils ont fait, ils disent à un moment donné, quand vous êtes noir ou arabe, que vous habitez dans les cités, tout s'inverse pour vous dans la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire que quand vous êtes blanc, l'école, elle vous aide à avoir des diplômes et à avoir une vie meilleure. Alors que quand vous êtes noir ou arabe, l'école vous exclut. Quand vous êtes blanc, la police vous protège. À l'argument de c'est de la victimisation? Bon, moi, je trouve que vraiment, le mot victimisation, c'est la honte de dire ça. On devrait rire au nez des gens qui disent des phrases comme ça, c'est ridicule.
pour moi, la question, et c'est lié à tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est de se dire... Alors qu'on parle d'un jeune homme qui est mort, Adama Traoré. On parle de quelqu'un qui est mort. On parle de quelqu'un qui est mort. Et le fait est que quand on voit la quantité globale de violence dans le monde, quand on voit les Noirs tués par la police, quand on voit les femmes tuées tous les jours par la violence masculine, comment on peut dire victimisation sans se sentir dégoûtant? Le diagnostic politique qu'on devrait poser, c'est pourquoi, alors qu'il y a autant de gens qui ont été victimes de violences, pourquoi il est aussi difficile de dire je suis une victime? Ça ne veut pas dire je suis une victime seulement, ça ne veut pas dire je suis une victime pour toujours, ça ne veut pas dire je veux être défini par ça, ça veut dire j'ai été, en tant que femme ou en tant que noire, victime d'une violence à un moment donné et j'essaye de le dire et j'y arrive pas. Il y a eu combien d'Assa Traoré, combien d'Adama Traoré avant Adama Traoré qui n'ont jamais eu la possibilité de cette parole. Et là, heureusement, on a eu la force d'Assa Traoré. Et donc, si vous voulez, le diagnostic politique qu'on devrait poser, c'est celui qui est opposé à la victimisation. C'est pourquoi il est aussi difficile. La réponse, trop. La réponse, c'est trop. La réponse, pourquoi il est aussi difficile de dire je suis une victime? Combien? À combien? À combien? Combien d'Adama Traoré? La réponse, c'est trop. Beaucoup trop, mais déjà, c'est suffisant pour être une vie qui est détruite, c'est déjà suffisant pour se révolter. Et en plus de ça, oui, justement, pourquoi il est aussi difficile de dire je souffre? Parce que vous avez des discours réactionnaires qui disent victimisation. Vous avez des discours réactionnaires qui disent misérabilisme. Comme si, à partir du moment où on parle de misère, les gens qui osent dire misérabilisme, ils ont vu les migrants qui vivent sur le périph', dans des tentes dégueulasses, avec la gale, avec les poux, dans la boue. Les gens ont vu ça. Et ils osent dire misérabilisme. Mais c'est quand même pas possible. Et ces mots, c'est juste des mots qui servent à faire taire. C'est des inventions linguistiques des classes dominantes, de la bourgeoisie, pour dire fermez-la. Et il faut juste s'en moquer, qu'ils disent misérabilisme. J'aimerais qu'on regarde une image ensemble. C'était en septembre 2018, lors des journées du patrimoine. Emmanuel Macron a donné un conseil à un jeune chômeur. Je traverse la rue, je vous en trouve, ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Vous faites une rue, là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés, les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment. Vous avez déjà traversé la rue? Franchement, quelle indécence. Au-delà de la blague, j'ai une question très simple, parce que ça fait quand même 2 ans maintenant que des gens essayent de définir le macronisme. J'aimerais avoir votre définition, Édouard Louis, du macronisme. Pour vous, Édouard Louis, c'est quoi le macronisme? Pour moi, le macronisme, c'est dégoûtant. Je dirais vraiment ce mot-là. Je dirais que c'est vraiment dégoûtant. Cette espèce de pulsion, comme je disais tout à l'heure, cette espèce de pulsion de détruire la vie des plus précaires, comme s'il y avait une sorte de mission divine. D'ailleurs, il y a cette espèce de séance vidéo ridicule de Macron, où il se parle comme un illuminé en disant « je sens une mission qui me serait comme ça donnée ». Et c'est vraiment un gouvernement dégoûtant qui s'en fiche de la vie des gens, qui s'en fiche de ce qui se passe. Et puis, c'est tout un système du macronisme. Quand on parle aux macronistes, moi, quand j'entends quelqu'un qui soutient Macron, heureusement, j'en croise pas beaucoup dans ma vie, mais parce qu'il y en a de moins en moins, et puis vraiment, c'est pas mon monde, quoi. C'est pas le monde que je fréquente. Mais quand j'entends des gens qui défendent Macron, je dis, mais par exemple, le fait qu'il ait eu une politique migratoire très dure, de refus d'accueillir les migrantes et les migrants, quand l'Allemagne en a accueilli plusieurs centaines de milliers, par exemple, et que la France est un pays très riche qui pourrait le faire, et que ces gens meurent, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous dites de ça? Et on vous répond « Ah oui, mais non, il y a autre chose ». Mais non, il n'y a pas autre chose. On parle de ça, et rien que ça devrait discréditer tout le reste. Moi, je m'en fiche d'autre chose. Si vous avez une femme qui meurt dans la Méditerranée, je m'en fiche du reste. Et le reste, en plus, mieux vaut pas en parler parce que c'est encore pire pour eux. Et donc, il y a cette espèce de... À un moment, j'avais écrit dans un texte, il y a quelques années, la bourgeoisie, parce qu'en fait, c'est ça que représente Macron, cette espèce de bourgeoisie au sens, pas forcément quand on est bourgeois, parce qu'il y a des bourgeois qui sont des gens bien, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, c'était des bourgeois et c'était des gens bien, mais la bourgeoisie au sens d'une classe qui a un intérêt contre les plus dominés. Macron, il représente ça, et j'avais dit un jour dans ce texte, la bourgeoisie, c'est l'apprentissage de l'ignorance. Et le fait d'apprendre à ignorer les autres. Comment on fait? Il faut des années d'apprentissage pour en arriver là, pour pouvoir avoir cette espèce de distance, cette espèce de déni totalement de la souffrance des gens. Les gens, moi, dans le monde de mon enfance, je ne dis pas que les classes populaires de mon enfance étaient formidables, loin de là, les gens votaient pour le Front National, il y avait de l'homophobie, beaucoup plus que ce que j'ai vu à Paris, il y avait du racisme, mais au moins il n'y avait pas cette chose-là. Quand on voyait quelqu'un qui souffrait, quand même, on était touché. Et parce qu'il n'y avait pas cette chose que la bourgeoisie, dans le mauvais sens du terme, apprend à faire,
qui est d'apprendre à ignorer ça et le fait que ça vous affecte jamais.